Monsieur Pépi, chers voyageurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat organisé par les Mardis de l'ESSEC, avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du collectif en conseil augmenté WIV et de la compagnie de Phalsbourg, constructeur, développeur et promoteur immobilier, et en partenariat avec le journal La Tribune. 26 mai 1958. Votre voyage commence à la gare de Neuilly-sur-Seine. Ta-ta-ta-da. Le train numéro 6687 de Monsieur Pépi va partir. Prenez garde à la fermeture des portes. Né d'un père avocat et d'une mère investie dans des organisations culturelles publiques, le convoi Ouigo de votre enfance va plutôt bon train. Vous êtes éduqué, selon la presse, dans une ambiance très 70s, teintée de psychanalyse. En classe, vous avez toujours un train d'avance. D'ailleurs, inspiré par votre oncle conseiller d'État, vous êtes très vite mis sur la voie des grandes écoles. La carte jeune en poche, vous prenez un billet vers des études prestigieuses à Paris, l'école alsacienne, Sciences Po. Arrivé au terminus ENA, vous êtes immédiatement convié à rejoindre le Conseil d'État en classe auditeur. C'est alors le début d'un trajet classique, comme un Paris-Lyon le vendredi soir en seconde classe. Parti en tant que maître des requêtes au Conseil d'État, vous restez dans le même wagon en devenant conseiller technique au ministère des Télécommunications, puis au budget. Puis, vous poursuivez tout naturellement votre route en devenant directeur de cabinet, d'abord du ministre de la Fonction publique, puis du Travail en 1990. Changement de carte de fidélité en 1993. Alors que vous sentez que le trafic sur la ligne de vos ambitions politiques pourrait être interrompu avec l'élection de la droite aux législatives, vous quittez le gouvernement pour entrer à la SNCF. Vous atterrissez directement en première classe, au siège de directeur des investissements, de l'économie et de la stratégie. Cependant, ce qui devait être aussi paisible qu'un voyage en TER devient plus mouvementé qu'un trajet de RER A. En effet, suite à de nombreux désaccords avec Jean Bergougnoux, le président de l'époque, vous décidez de quitter la rame SNCF en 1995. Mais un train peut toujours en cacher un autre. Et vous trouvez une place disponible dans la voiture de la Sofres, la Société française d'enquête par sondage. Cependant, vous vous rendez vite compte que vous n'êtes pas à votre place dans ce train intercité. L'intellectuel que vous êtes a pris goût à la grande vitesse et aux voies rapides et n'arrive pas à se contenter de voyages en région apathique. Ainsi, sans grand enthousiasme, vous vous forcez à vendre des sondages comme on se force à rester poli lorsque le bambin du passager derrière nous n'arrête pas de pleurer. Heureusement, le sifflet du contrôleur retentit à nouveau en 1997. Vous êtes rappelé par Louis Gallois, nouveau chef de bord de la SNCF. Et il vous proposera un poste qui vous conviendra plus, celui de directeur des grandes lignes. Petit à petit, vous gravissez les échelons, un peu à la manière d'un banlieusard qui se rapproche de Paris via le RER A. De Cergy, vous atteignez Charles de Gaulle Étoile et devenez directeur général délégué à la clientèle de la SNCF. Vous mettez alors en place une politique tarifaire flexible afin d'optimiser l'occupation des trains et, toujours avec un train de retard, vous créez voyagesncf.com. De Charles de Gaulle Étoile, on passe à Aubert. Louis Gallois vous nomme directeur général exécutif du groupe. Toujours dans la même lancée, sans prendre le temps de mind the gap between the train and the platform, vous créez Rail Team, l'alliance européenne des opérateurs ferroviaires de grande vitesse, et fondez les forums égalité et compétences afin de privilégier les embauches en zone sensible. Mais c'est en 2007 que vous arrivez à Châtelet, que vous prenez le TGV Paris-Bordeaux, en première classe, côté fenêtre, sans nourrisson. Nicolas Sarkozy vous nomme président du directoire de la SNCF pour un mandat de 5 ans. L'annonce du conducteur est claire. Il faut moderniser la SNCF pour qu'elle entre dans l'ère du développement et de la concurrence. Devenu premier cheminot de France, vous prenez place dans le cockpit. Et vous êtes bien décidé à conduire la SNCF à très grande vitesse. On vous surnomme d'ailleurs Pépi le Bref en interne, pour la vitesse avec laquelle vous enchaînez les réunions. Désireux de transformer notre vieille locomotive nationale en hyperloop, vous sortez des rails de vos prédécesseurs en proposant de nombreux projets. Après le yield management, vous modifiez le nom de certaines lignes de TGV en Inouï et vous visez à fidéliser les jeunes à travers l'offre TGV Max. Vous menez un train d'enfer. Hélas, la machine reste rouillée à cause d'une dette abyssale de 45 milliards d'euros.
Un trajet en train étant rarement sans encombre, que ce soit lié à un malaise voyageur, un problème de signalisation ou encore un changement de conducteur à Nanterre-Préfecture, certains critiquent votre travail et regrettent l'accent que vous portez au marketing et aux investissements pour les TGV. On dénonce vos préférences pour les trains à grande vitesse, en première classe, le Figaro Magazine et le cappuccino à la main. On aurait préféré le développement des lignes du Larzac et des investissements entre Sartrouville et Cergy. Petit rappel à nos amis parisiens, il vous reste moins d'1h30 avant de vous ruiner pour rentrer en Uber. On déplore également de nombreux accidents qui soulignent la négligence de certaines lignes et dont la responsabilité incombe à la SNCF. On doit tout de même reconnaître que le train bashing est un sport national français. Vous rencontrez également un trafic perturbé sur la voie des revendications sociales, avec notamment la réforme du statut de cheminot annoncée par le gouvernement en 2018. Cela vous oblige à ruser pour maintenir la cohésion entre les différents wagons de l'entreprise, via notamment des propositions comme le New Deal. Ajoutez à cela, il paraît que votre téléphone est le hall de gare des SMS de politiques mécontents à chaque fois que leur train arrive en retard. Après tout, l'ancien ministre des Transports, Dominique Bussereau, l'avait bien dit, être à la tête de la SNCF est le poste d'entreprise publique le plus compliqué de France. Mais en 2018, l'annonce qu'avait formulée le conducteur Sarkozy en 2007 devient de plus en plus stridente. L'ouverture à la concurrence est désormais urgente. Cela permettrait l'accroissement de la qualité du service ferroviaire. Quoi qu'il en soit, c'est une toute nouvelle voie que va emprunter la SNCF, tandis que de votre côté, vous vous rapprochez du terminus en ne souhaitant pas vous représenter en 2020. Le conducteur ne serait-il pas sur le point d'abandonner son train alors que celui-ci s'apprête à dérailler ? Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent voyage. Bonsoir Monsieur Pépi. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Avant de passer aux questions de fond, vous disposez, comme le veut la tradition au mardi, d'un droit de réponse à la présentation qui vient d'être faite de vous par Paul et Clémence. Non, c'était bien, je trouve. C'était bien. Juste peut-être un ou deux trucs. D'abord, c'est vrai que vu d'ici, vu de Cergy, il n'y a pas tellement plus mouvementé qu'un voyage en RER A. Ça, c'est la vérité. Parce qu'en fait, le RER A, il n'a absolument pas été fait pour le niveau de trafic qu'il y a aujourd'hui à Cergy. En fait, c'était un bout de ligne qui a été raccroché à Nanterre à ce qui est devenu le RER. Et depuis, il y a une espèce de course de vitesse qui est souvent perdue entre la modernisation et le développement du trafic. Ce qui fait qu'à Cergy, il n'y a pas assez de trains, les trains sont assez bondés aux heures de pointe. Ils sont vides évidemment aux heures creuses, mais ils sont bondés aux heures de pointe. Il n'y a pas assez de trains le soir parce que le soir, il y a des travaux. Et par exemple, ce soir, j'ai regardé pour revenir en train plutôt qu'en moto, et c'est 21h12 comme tous les jours où il y a des travaux, et il y a des travaux quasiment tout le temps. Et puis, on est en train de construire une 4e voie à Cergy pour pouvoir amener plus de trains à Cergy et pouvoir les retourner pour qu'ils fassent demi-tour. On est en train de faire des travaux parce qu'en gros, à peu près tout le trajet entre Cergy et Nanterre, en gros, la voie a entre 60 et 80 ans, donc il faut la changer morceau par morceau. Et étant donné que ça se fait la nuit, entre 22h, 23h et puis 5h du matin, on a vraiment très peu de temps pour faire les opérations. Donc c'est vrai que venir ici tous les 4 ans ou tous les 5 ans devant vous tous, à l'ESSEC, c'est risqué pour moi parce que chaque fois je dis mais il faut encore 10 ans, il faut encore 5 ans, il faut encore 3 ans avant que la ligne soit modernisée. Et la L qui va à Saint-Lazare, c'est mieux, mais il y a moins de fréquences. Il y a moins de fréquences. Et là encore, on est en train de changer le matériel pour que fin 2021, il y ait des nouveaux trains sur la totalité de la ligne L. Donc voilà, work in progress et pas tout à fait fini. Il faut revenir dans 10 ans, à mon avis. On vous attendra avec impatience. Ce débat sera donc structuré en 3 parties. La première portant sur la culture d'entreprise de la SNCF et ses spécificités. La seconde abordera les activités actuelles de la SNCF, notamment à l'étranger. Les parties 2 et 3 seront séparées par un intermède plus léger que l'on appelle le petit jeu des mardis. Et enfin, le débat se clôturera par les questions des investissements de la SNCF, de son patrimoine et de sa digitalisation. Vous êtes un dirigeant d'entreprise. On n'a pas le choix, visiblement. Hein. C'est organisé comme ça. Bon, ok, très bien.
Vous êtes un dirigeant d'entreprise relativement présent dans les médias et l'on vous interroge souvent sur les sujets épineux qu'on sera amené à aborder également. Et finalement, assez peu sur votre rôle de PDG de la SNCF. Et votre image est peut-être avant tout celle d'un gestionnaire de crise. Notre première question est donc succincte. La SNCF est-elle une entreprise que l'on dirige par passion ? Et avez-vous le sentiment justement d'être un gestionnaire de crise avant peut-être d'être un gestionnaire tout court ou un PDG lambda ? Vous pouvez répéter la question à la fin ? On va répéter la question. Oui, c'était bien. La SNCF est-elle une entreprise que l'on dirige par passion ? Avez-vous le sentiment d'être un gestionnaire de crise avant peut-être d'être un gestionnaire tout court ? Oui, alors c'est pas blanc et noir. D'abord, il y a un rapport, enfin je pense que chacune ou chacun d'entre vous, j'en profite pour vous saluer puis vous remercier d'être là sur votre temps. Je pense que chacune et chacun ici dans cette salle ont une relation un peu particulière avec une entreprise comme celle-là. D'abord parce que vous en êtes copropriétaire, puisque l'actionnaire c'est vous, c'est les 66 millions de Français qui sont l'actionnaire de l'entreprise. La SNCF, ça fait partie du patrimoine de chacune et chacun, même ceux qui n'ont rien ont un bout de SNCF. Il y a peu d'entreprises comme ça qui appartiennent vraiment à 66 millions de Français. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une relation qui est extrêmement émotionnelle. Une relation un peu couleur sépia, quoi. Un peu couleur des cartes postales qui étaient dans les compartiments de seconde, de la SNCF qui va partout en colonie de vacances, dans tous les endroits de France. On saute dans le train, et puis alors l'univers du cinéma, tout l'univers artistique est truffé de références ferroviaires. Donc il y a une relation extrêmement émotionnelle. Et donc c'est vrai que pour être responsable de cette entreprise, il faut aimer les gens, je pense. La première qualité, je dirais, il faut aimer les gens. Et puis il faut aimer les cheminots, parce que c'est un métier qui n'est pas tout à fait comme les autres. Un cheminot, c'est celui qui chemine le long des voies. Donc c'est un métier itinérant de gens qui bougent sans arrêt. C'est un métier un peu particulier, comme tous les métiers du transport. Et donc oui, c'est quelque chose qui se fait aussi par passion. Même si c'est une vraie entreprise de 30 milliards de chiffre d'affaires, qui est présente dans 120 pays, etc. Il y a des éléments émotionnels, il y a une relation affective qui est très particulière. Et je vous rassure, j'ai jamais joué au train quand j'étais petit, j'avais pas de train. Comme cela a été rappelé dans je joue toujours pas au train chez moi non plus. Vous pourriez commencer. C'est pour ça que je le dis. Hein. C'est que voilà. Comme cela a été rappelé dans votre présentation, vous avez fait l'essentiel de votre carrière à la SNCF. Fraîchement sorti de l'ENA, pourquoi avez-vous choisi, alors que même vous ne jouiez pas au train, d'entrer à la SNCF parmi, on l'imagine, les nombreuses possibilités qui vous étaient offertes ? Non, ça s'est fait complètement par hasard. Comme j'imagine beaucoup d'entre vous, votre vie professionnelle se fera aussi par hasard. Il se trouve qu'un jour, j'étais rue de Rivoli et j'ai rencontré quelqu'un que j'avais croisé une fois dans un dîner. Et cette personne m'a dit « Ah bonjour, bonjour ». On s'est dit « Mais qu'est-ce que vous faites là, grosso modo ?» À marché rue de Rivoli, cette personne m'a dit « Mais je viens d'être nommé président de la SNCF ». Et la petite histoire, c'est qu'il y avait eu un accident quelques semaines avant, que son prédécesseur donc avait été vidé par le gouvernement, qu'il était rue de Rivoli pour voir le ministre de l'économie et qui venait d'être nommé en remplacement du président qui avait été vidé. Bon, je vous félicite, et puis cette personne qui s'appelait Jacques Fournier, qui est donc devenu président, m'a dit « Mais est-ce que vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui pourrait être mon directeur de cabinet ?» Tchoum, tchoum, tchoum. J'ai dit donc, si, moi, par exemple. Un exemple au hasard, moi. Et ça s'est fait comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment les hasards de la vie, des coïncidences de vie. Et après, je suis resté à la SNCF. Je suis parti 2 fois. Une fois parce que j'ai été vidé. Ça arrive dans la vie. Une autre fois parce que je suis parti. Et voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé en 2008, donc plusieurs années après votre entrée à la SNCF, à accepter ce poste de PDG, à briguer un second mandat en 2013 et surtout, pourquoi avoir d'ores et déjà annoncé que vous ne solliciteriez pas de 3e mandat en 2020 ? Ça, c'est des questions un peu perso. Je pense que ce métier-là, comme d'ailleurs le patron de la Poste ou comme le patron de beaucoup d'entreprises qui ont une forme de raison d'être, c'est-à-dire des entreprises qui sont
utile à la société, c'est parmi les plus belles responsabilités qu'on peut faire. Nous, notre raison d'être, c'est vraiment d'apporter la liberté de se déplacer, toujours plus de liberté de se déplacer, de le faire, on va dire, de façon aussi simple que possible, et là il y a encore beaucoup de boulot, et c'est surtout de le faire en préservant la planète. C'est vraiment de faire du transport durable. Bon, ce métier-là, ce métier donc de transporter des gens, de le faire de façon aussi pratique que possible et en préservant la planète, c'est vraiment quelque chose qui motive, qui donne envie aux gens de se lever le matin. Bon. Et donc c'est vrai, quand on vous propose de diriger cette entreprise, franchement, vous n'hésitez pas. Alors maintenant, pourquoi pas de troisième mandat? C'est parce que je pense que une entreprise comme la SNCF, ça a des cycles de vie. Une entreprise, c'est un peu comme un corps humain. Ça respire, c'est plein d'optimisme, ou ça peut, certains moments, être un peu en dépression. Ça arrive, hein, les entreprises qui ont des états d'âme. Et là, s'ouvre en 2020 vraiment une nouvelle entreprise. On y reviendra peut-être, ça a été complètement, le système ferroviaire a été complètement changé. À partir de 2020, c'est une nouvelle SNCF qui naît. Et je me suis dit simplement, je suis président depuis presque 11 ans, je pense que l'entreprise mérite un œil neuf. Elle mérite quelqu'un ou quelqu'une, un groupe de gens qui va voir les choses différemment de la façon dont je les vois moi. Et donc je me suis dit, le meilleur service à rendre, c'est de dire, voilà, je ne partirai pas pour un troisième mandat pour qu'il y ait une nouvelle équipe qui arrive en place. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en plus, on dit dans la vie, souvent dans la politique, celui-là ou celle-là, il a fait un mandat de trop. Je pense que dans les entreprises, c'est la même chose. Ce ne sera pas votre cas, donc. Ça, en tout cas, je ne ferai pas celui-là de trop. Vous vous adressez aujourd'hui à un public plutôt jeune, d'étudiants à l'ESSEC et futurs cadres qui s'interrogent sur leur parcours professionnel. Des classements sur les entreprises les plus attractives pour les jeunes diplômés sont publiés chaque année et la SNCF a du mal à faire le poids face aux géants du luxe ou aux GAFA. Dans le même temps, ces jeunes diplômés sont de plus en plus attirés par l'idée de créer leur entreprise ou de travailler dans des startups. Comment faites-vous donc aujourd'hui pour attirer ce public et qu'est-ce qui peut donner envie à un jeune diplômé de venir travailler à la SNCF? Alors d'abord, c'est un vrai sujet, l'attractivité des entreprises, mais je ne suis pas trop d'accord avec vous sur le constat parce que on a chaque année, mettons, 4500, 5000 embauches. Là, je parle des embauches dans le métier ferroviaire, sachant que la moitié de l'entreprise, c'est autre chose que du train. C'est de la logistique, c'est du transport collectif qui peut être nouvelle mobilité, on a du VTC, on a du bus, on a des gares, on a des tas de métiers qui ne sont pas purement des métiers ferroviaires. Donc mettons qu'on embauche 4500 personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, on a presque chaque année 200 000 candidatures spontanées. Alors ce n'est pas que des masos et ce n'est pas des gens qui cherchent un système de retraite. C'est des gens qui ont, pour leur immense majorité, envie de construire leur vie professionnelle et de se construire dans une activité qui leur va bien. C'est-à-dire une activité, je revenais sur la raison d'être, qui a du sens, qui fait sens pour elles et pour eux. Et pour ce qui est des jeunes cadres, on embauche chaque année environ 450 jeunes cadres. Sur les 450 jeunes cadres, on doit avoir, je sais pas, 5, 7, 8 personnes qui sortent de l'ESSEC à peu près chaque année. Il y a de l'ordre de 4 ou 5 fois le nombre de candidats pour un poste offert. Donc on n'a pas de difficulté de recrutement. Maintenant, la question que vous posez, c'est qu'est-ce qui peut attirer? Moi, il me semble, quand je discute avec des jeunes cadres qui viennent d'écoles comme l'ESSEC, les 2-3 trucs qui sont cités, c'est d'abord l'immensité de la tâche. C'est-à-dire que, évidemment, aller comme chef de produit dans une boîte qui a déjà un marketing génial, on va citer L'Oréal ou LVMH, c'est très motivant,
Mais enfin, vous êtes quand même numéro 499 et il y en a encore 312 derrière. Bon. Et votre action marginale sur le produit va être certes être tout à fait déterminante, mais il y a eu des gens avant, il y a eu des gens après, et on est dans des choses incrémentales. Chez nous, les gens qui entrent ont des responsabilités très fortes très vite. Ça peut être des responsabilités de management, parce que par exemple, on donne une responsabilité d'une équipe de 30, 40, 50 personnes très vite, 2, 3, 4 ans après l'entrée dans la boîte. Ça peut être une responsabilité aussi de développer des produits, de développer un service. La deuxième chose qui attire, c'est la diversité des carrières. Il y a en gros une centaine de métiers différents dans un groupe où il y a 1000 filiales. Donc c'est vrai que les gens se font chez nous un peu leur carrière en changeant de métier, en changeant d'entreprise, peuvent faire des choses extraordinairement différentes. Et puis la troisième chose qui attire, c'est un bout de culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est apprécié par chacun, hein, les côtés positifs ou les côtés négatifs. Mais c'est vrai que c'est une entreprise dans laquelle la culture d'entreprise n'est pas une culture de guerre interne, n'est pas une culture de compétition permanente entre les gens. Et c'est une culture dans laquelle il y a beaucoup de collectifs, beaucoup de solidarité entre les gens. Il y a des collectifs de travail. Et parfois, ça compte dans la vie. Tout le monde n'a pas une vie complètement linéaire, faite de 100% de bonheur, de joie, de volupté et de fête. Des gens, dans la vie, ils ont des moments forts, des moments moins forts. Et le fait de pouvoir construire sa vie professionnelle dans un endroit qui est plutôt bienveillant, bienveillant pour les salariés, ça ne vaut pas zéro, quoi. Mais du coup, est-ce que vous diriez que le service public, en tout cas tel qu'il est la SNCF, est une vocation, comme beaucoup le disent dans d'autres secteurs en tout cas? Pas du tout, parce que le service public en soi, comme ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui veut dire quelque chose, c'est les missions de service public. En gros, dans les 35 milliards de chiffre d'affaires, il y a la moitié qui sont des missions de service public. Le RER, c'est une mission de service public, mais le TGV, ce n'est pas une mission de service public. Faire du tramway ou faire les transports de la ville de Lyon ou de la ville de Melbourne, comme on le fait, ou du Pays de Galles, c'est du service public, mais le transport de marchandises, ce n'est pas du service public. Donc, il y a la moitié de l'entreprise qui est dans des missions de service public et l'autre qui est dans des missions de marché. Du côté des cheminots, pour qui il s'agit effectivement à la fois, bon, vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur le terme vocation, mais en tout cas une tradition qui est là depuis longtemps à la SNCF, est-ce que vous observez un changement, une frilosité à entrer à la SNCF, en tout cas pour le statut, plus qu'avant, vu que le statut va disparaître en 2020 ? Moi, je ne connais pas trop de gens qui entrent pour un statut. Hein. Ça, c'est un peu des idées toutes faites. Hein. Si vous entrez, par exemple, dans l'énergie, hein, dans une boîte d'énergie, vous entrez chez Engie, vous entrez chez Total, vous entrez chez tous les grands énergéticiens, et bien, 3 petits points, il y a un statut qui s'appelle le statut des industries électriques et gazières. Il y a un statut. Mais vous n'entrez pas chez Engie parce qu'il y a un statut. Vous entrez aujourd'hui chez Engie parce que la révolution des ressources énergétiques, ça vous intéresse et vous avez envie d'aller là-dedans. Je pense que les gens entrent beaucoup par la représentation qu'ils se font de l'utilité de leur boîte. Alors, on est nombreux, on n'a pas trop l'occasion de discuter comme ça en one-to-one, mais moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut pas seulement se dire « je vais choisir la boîte uniquement en fonction de, 1, le salaire d'embauche, 2, les promesses de progression salariale et de package qu'on va me faire avec des actions gratuites, avec des machins. Et puis, troisièmement, de ma capacité à monter les échelons tout de suite et à devenir, je ne sais quoi, chef de produit, chef de département, chef de division, etc. Voilà, on travaille tous beaucoup. Tous les gens qui sont dans cette pièce ont vocation à travailler énormément. Il faut que le travail fasse sens. Voilà, donc je pense que ça compte aussi. En revanche, je retourne la question différemment, d'un mot, pardon d'être trop long. Pour moi, les 3 critères d'embauche pour un cadre, j'aurais tendance à dire, c'est d'abord la capacité de quelqu'un à grandir en autonomie,
en responsabilité. Ensuite, c'est la capacité à aimer les gens, à travailler avec des salariés et avec des clients, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout un système dans lequel d'un côté, il y a un gars qui sait ou une fille qui sait, et puis qui est chef. Et puis, bon. Et puis la troisième chose, c'est la capacité de créativité des gens. On suppose que les gens, quand ils entrent comme cadre dans une entreprise, ils ont tous un très bon niveau, ils ont fait des études, etc. Donc là, on ne cherche pas à savoir s'ils sont sortis 4e ou 120e, on s'en fiche complètement. C'est la personnalité qui va compter. Et quand je disais la capacité des gens de grandir, la capacité des gens à aimer les gens, la capacité des gens à être créatifs, c'est des trucs qui ne sont pas que dans la tête, c'est aussi des trucs qui sont dans le bide. Très bien. La SNCF est souvent décrite comme le dernier bastion du syndicalisme français. Avez-vous le sentiment que cette spécificité, peut-être que vous contesterez, est le reflet de ce que l'on appelle la gréviculture à la SNCF, et c'est vos prédécesseurs qui le disaient, ou est-ce la manifestation effectivement d'un sentiment d'appartenance plus fort et plus général à l'entreprise, et comment est-ce qu'il se manifeste au quotidien à la SNCF, à tous les échelons, justement, ce sentiment un petit peu particulier? C'est une question compliquée, mais on va faire une réponse simple. Oui, la gréviculture, c'est un mot que Louis Gallois a utilisé un jour dans une émission de radio. Ça lui est venu comme ça, direct. Et quand il est revenu au bureau, je me souviens qu'on a discuté, il m'a dit « Oh là là, j'ai fait la gaffe de ma vie, j'ai inventé un mot comme ça, et ce mot va m'être reproché. » Puis le mot est devenu quasiment un mot du dictionnaire. Ce que ça reflétait, ce mot gréviculture, ça reflétait le fait que, au fond, le social n'avançait qu'à coup de grève. Et donc, ce qu'on a essayé de faire avec Louis Gallois, puis maintenant, ce que j'essaye de faire depuis maintenant une bonne dizaine d'années, c'est de se dire que c'est la négo qui doit rapporter plus que la grève. Alors, dit comme ça, la phrase paraît tellement évidente, la négo rapporte plus que la grève, que tout le monde dit, bah oui, évidemment, bien sûr. Sauf que, dans la pratique, ça suppose que chacun, aussi bien le patron que les salariés, reconfigure son logiciel. Parce que les patrons, quand ils ne lâchent rien dans la négociation, sont tout aussi responsables de la grève que les salariés qui disent, mais le patron en a par devers lui, et pour aller le chercher, ce qu'il a par devers lui, il faut évidemment que je crée du rapport de force. Et c'est une culture assez française, la culture du rapport de force. Et donc ce qu'on essaye de faire, et on a des résultats que je trouve pas nuls, loin de là, c'est de faire en sorte que quand il y a vraiment une discussion, par exemple sur un métier, sur une évolution de métier, nous, l'entreprise, on soit capable de mettre sur la table une vraie proposition intéressante pour les salariés, sans en garder trois pièces dans les poches, 2 pièces dans le talon et une dans la doublure du truc, en disant ça, je ne vais pas leur filer, sauf s'ils crient très fort. Parce que dès qu'on pense ça, évidemment en face de soi, les salariés ou les syndicalistes disent évidemment, il en a dans le talon, il en a dans la poche d'arrière droite et il en a dans la doublure. Donc on va aller les chercher. On va aller chercher ces euros, ces avantages et ces trucs-là. Donc la seule façon d'avancer, c'est qu'on puisse se dire, on met vraiment les possibilités sur la table, on barguine pas, et s'il y a sincérité des deux côtés, le salarié ou le syndicaliste, à ce moment-là, peut être convaincu que la grève ne permettra pas d'aller conquérir ou d'aller gagner autre chose de plus puisqu'il n'y a plus rien. Il faut même aller plus loin dans la logique de la négo, c'est de dire que s'il y a grève, s'il y avait grève, à ce moment-là, ce qui a été discuté dans la négo tombe. Ça donne une vraie place à la négo. La négo, elle a une vraie place dès lors que la grève non seulement ne peut pas apporter plus, mais que la grève, en quelque sorte, annihile ce qui a été négocié. C'est ça la vision qu'on a. Vous nous expliquez du coup effectivement cette vision, et diriez-vous qu'elle est le reflet d'une révolution culturelle à la SNCF? En quoi est-ce que
justement cette culture à la SNCF a changé depuis 10 ans et quel a été votre rôle dans ce changement? Qu'avez-vous essayé d'insuffler? Alors, mon rôle, ça sera d'autres qui le décriront en bien ou en mal. Hein. Je ne vais pas faire mon auto-bilan ou mon auto-évaluation, ça serait complètement ridicule. Je pense que ce qui bouge le plus dans des entreprises comme ça, c'est d'abord la culture client. C'est le fait que, bon, on voit une évolution considérable de l'entreprise dans sa capacité marketing, c'est-à-dire d'écoute des clients. Quand on a réussi en quelques années à faire Ouigo, qui est le premier service d'Europe grande vitesse à bas prix, quand on réussit à faire TGV Max, qui est la première formule d'abonnement au TGV pour des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, quand on s'apprête à faire avec le Pass Navigo un e-Pass Navigo, c'est-à-dire à le mettre totalement sur le téléphone portable et à supprimer complètement toute carte à puce et à faire que ça soit le portable qui va devenir l'instrument de la mobilité, quand on fait ce qui va sortir en juin prochain, c'est-à-dire une sorte d'application unique qui sera un couteau suisse de toutes les solutions de mobilité. Sur une seule application, vous avez du train, du bus, du VTC, de la patinette, de la location de vélo. Bref, vous avez toutes les solutions de mobilité et vous avez en même temps, sur cette appli, la fonction itinéraire, évidemment, la fonction réservation, la fonction paiement et la fonction billet. Donc, sorte de couteau suisse des mobilités. Bon, tout ça, c'est une culture client qui change complètement la relation qu'on a avec le public, sachant que c'est un chiffre qui peut vous intéresser. Hein. On a en gros 10 millions de clients par jour. En France, en Europe et dans le monde, à peu près 10 millions. Peut-être même 11 ou 12 si je compte vraiment les clients de bus ou de métro qu'on a dans le monde. Mais du coup, en dépit de tous les progrès dont vous venez de nous parler, la SNCF a quand même une image, une espèce de vieille dame qui se modernise assez difficilement, en tout cas pour le consommateur. Vieil homme. Vieil homme ou vieille dame. Dans mon cas. D'accord, Ouais. On parle pour l'entreprise Ouais. du coup. Et diriez-vous donc que c'est une entreprise qui a une stratégie qui est méconnue ou alors mal comprise par le consommateur ou l'utilisateur? C'est normal que l'image d'une entreprise en monopole soit plutôt une mauvaise image. Moi, quand il y avait encore France Télécom, la relation que j'avais avec France Télécom était franchement une relation super négative. Elle était super négative, même quand France Télécom, qui était une boîte absolument incroyable en termes d'innovation, elle a inventé le Minitel avant tout le monde, elle a inventé le téléphone portable avant tout le monde, ça s'appelait le Bebop, il y avait des espèces de bornes dans la rue. Bon, ça fait marrer aujourd'hui, mais c'est une boîte incroyablement créative. Mais j'avais une image horrible de cette boîte, tout simplement parce qu'il y avait zéro choix. Et quand il y a zéro choix, vous ne pouvez pas vous résoudre à avoir une bonne image du zéro choix. Une fois ça va, deux fois ça va, mais bon. Donc, l'arrivée de la concurrence va nous permettre de transformer la relation qu'on a avec le public, c'est-à-dire vous tous, dans 2 ans, quand vous irez de Nantes à Paris, ou de Paris à Bruxelles, ou de Paris à Bordeaux, il y aura plusieurs types de trains différents. À ce moment-là, au lieu de nous regarder comme un en-soi, vous comparerez les différentes marques en disant ben, celui-là, il est plus cher, mais c'est mieux, celui-là, il n'est pas fiable, celui-là, je ne l'aime pas pour telle et telle raison. Bref, vous exercerez votre pouvoir de consommateur. Et à ce moment-là, on aura une image avec des plus et avec des moins. Et non pas une image qui aujourd'hui est impactée par le fait d'être un monopole. Enfin, il y a un dernier truc qui est intéressant. 35% de notre activité, c'est-à-dire 10 milliards, se fait hors de France. Aux États-Unis, on a 20 000 personnes. En UK, on a 23 000 personnes. On l'évoquera après. Bon, voilà. Et donc, pardon, j'ai mordu le trait de pas. l'ordre du jour. Oh là là. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Eh bien, dans tous les pays qui ne sont pas la France, l'image
est extraordinaire. Et les gens nous disent « Ah mais oui, mais en France, vous avez la SNCF et vous avez le train. » Et donc c'est une espèce de miroir entre la France et l'étranger. Et du coup, en parlant d'image, lorsque vous étiez venu il y a 4 ans au Mardi, vous avez fait un parallèle entre la Poste et la SNCF. Je vous cite, c'est à la fois des choses formidables et des trucs crispants. Du coup, est-ce que la Poste aurait réussi un tour de force que la SNCF a du mal à accomplir en capitalisant sur l'image très positive du facteur? Il est vrai qu'aujourd'hui, il semble plus difficile de mettre en avant la figure du contrôleur de train pour gagner le cœur des Français. Alors ça, c'est un peu de la caricature parce que on a 10 000 contrôleurs qui ont effectué une transformation de leur attitude qui n'est pas du tout finie, mais qui a déjà largement bougé. Et qui bouge dans le TGV Inouï, qui est un peu le labo du service de demain. Mais si certaines ou certains d'entre vous voulaient passer une journée de vie, ma vie comme contrôleur, moi, ça me ferait plaisir. Parce qu'il faut voir ce qu'est le boulot d'un contrôleur. En France, la fraude, la dose d'agressivité qu'il peut y avoir à l'égard des services publics, la mauvaise foi, le fait que les clients peuvent être méprisants, le fait que le client, il est certes sacré, mais ça lui arrive d'être sacrément pénible aussi. Sacrément pénible. Bon. Et donc, ces métiers-là vivent dans la société. Et ce n'est pas des métiers super faciles. Alors maintenant, sur la question de la comparaison, si Philippe Val, le patron de la Poste, était là, il vous dirait le drame de la Poste, entre guillemets, c'est que c'est une entreprise qui perd 7% de son activité par an sur le courrier, chaque année. Et sans aucune perspective de retrouver ce paradis perdu du courrier. Plus personne n'attend en réalité le courrier. Donc le cœur de métier historique, il est en train de s'effilocher. Heureusement, il reste les hommes et les femmes de la Poste, les facteurs et les factrices, qui, comme vous l'avez dit, ont une relation exceptionnelle avec les Français. Et donc la stratégie de la Poste, c'est de reconstruire ces métiers sur les hommes et les femmes de la Poste. C'est super touchy, c'est pas gagné. Mais le vrai capital de la Poste, c'est les hommes et les femmes qui bossent à la Poste et qui aiment la Poste. Et l'affection que les Français ont pour la Poste. Maintenant, le pari économique, derrière, il est super dur. Nous, on est dans une situation exactement inverse. Nous, on est face à des Français, vous, qui ne demandaient qu'un seul truc, c'est à voyager plus. On appelait ça génération EasyJet. Aujourd'hui, de toute façon, tout le monde veut avoir une liberté de se déplacer qui soit totale, pas chère, en sécurité, flexible, etc., etc. Donc le marché est infini, totalement infini. On a des gens qui, chez nous, vivent à 500 km de leur boulot. Ce n'est pas une bonne chose, mais ils font tous les jours des centaines et des centaines de kilomètres avec nous pour aller bosser. Donc, au fond, on est un partenaire de la vie des gens. Donc, on a, à l'inverse de la Poste, on a un marché qui est infini. Maintenant, la concurrence arrive, il va y avoir plusieurs acteurs, et la question clé, c'est comment on va garder la préférence, la confiance de nos clients par rapport à nos futurs concurrents. Et la Poste n'a pas de concurrent. Ces questions sur la mauvaise connaissance de l'entreprise nous permettent de passer la deuxième partie de ce débat, puisqu'en effet, la SNCF est une entreprise d'envergure internationale. Elle fait, comme vous l'avez dit, près d'un tiers de son chiffre d'affaires à l'étranger et compte près de 22 000 employés hors de l'Europe. L'entreprise exploite entre autres les réseaux de trains de la ville de Boston ou le réseau de tramway de Shanghai, et l'une de ses filiales a même récemment inauguré la première ligne grande vitesse du Maroc. Cette expansion internationale est-elle un moyen du coup de survie pour l'entreprise, une manière de se tourner vers des activités plus lucratives que le simple transport de voyageurs ou de fret en France? Non, je ne crois pas. D'abord, effectivement, c'est peu connu. En gros, un tiers de la SNCF, c'est de l'export. Ça a 3 avantages. D'abord, ça apporte de la croissance, parce que le marché en France est quand même un marché mature. Donc, quand on va développer des métros, on est le numéro 1 mondial du métro automatique. Quand on développe des tramways, on est le numéro 1 mondial des tramways automatiques.
on va chercher de la croissance. La deuxième chose que ça apporte, c'est que c'est une école de la concurrence. À chaque fois qu'on fait ce genre de métier, on se confronte à d'autres groupes qui sont nos grands concurrents, ce qui montre que c'est un métier qui est complètement mondial. Nous, les Français, on a 3 champions. SNCF, RATP et Transdev. On a 3 champions. C'est vachement bien. On est un pays très fort en matière de transport public. Face à nous, on a la Deutsche Bahn, allemande, Trenitalia, italienne, des Chinois, une boîte qui s'appelle MTR, et puis de plus en plus, coréens, japonais, indiens. Bref, c'est une école de la concurrence que d'aller à l'international. On se frotte à des gens qui font les mêmes métiers que nous, mais différemment. Et puis le troisième truc qui compte, c'est que on embarque avec nous l'industrie française. C'est-à-dire que quand on y va avec Alstom, on y va avec Bombardier, on y va avec des fabricants français, et donc ça crée de l'emploi parce qu'on a une capacité à emmener à l'exportation. Mais du coup, vous voulez de nombreux appels d'offres auxquels répond la SNCF, comme c'est montré actuellement sur l'image, comme au Qatar, par exemple. Ça, c'est du Qatar, ouais. Pour les métros de la Coupe du Monde, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on pourrait croire, du coup, que l'exploitation des réseaux est moins rentable que leur construction? Quelle est la vérité dans tout ça? Ça, je ne sais pas. Est-ce que la construction est moins rentable que l'exploitation? Au contraire, oui. Je ne sais pas vous répondre, parce que les marges des constructeurs, moi je ne les connais pas dans le détail. Et en plus, les marges des constructeurs, quand le constructeur réussit son contrat, la marge est très élevée. Elle peut être jusqu'à 8-10%. Mais les constructeurs se prennent aussi des très gros gadins. Quand ils n'arrivent pas à temps, quand ils ont des difficultés avec la construction, ils peuvent prendre des gadins de centaines de millions d'euros. Nous, exploitants, c'est des marges plus petites. Elles sont plutôt aux alentours de 2-3%. Mais là, le contrat au Qatar, qui est l'exploitation de toutes les lignes de métro et de tramway du Qatar, ce contrat-là, c'est un contrat de 15 ans. Donc, sauf à avoir négocié comme des ploucs, pendant 15 ans, vous êtes assuré d'un niveau de marge qui est petit, mais constant. Très bien. Cette intégration globale n'entre-t-elle pas en conflit avec sa mission de service public en France, dans la mesure où vous pourriez justement réallouer des ressources à l'extérieur plutôt qu'en France, et ça pourrait éventuellement être source d'incompréhension? On investit, en fait, on fait une croissance, pardon du terme, on fait une croissance à l'étranger qui est asset light. Donc on investit très peu. Donc on ne va pas mettre 600 millions ou 1 milliard dans un métro en Inde. On apporte du savoir-faire français et le capital, il est essentiellement investi en France. 90% de nos investissements sont faits en France et 85% de nos investissements sont faits dans le train. Donc notre croissance à l'international n'enlève rien à ce qu'on investit en France. Quel est alors le statut de la SNCF lorsque vous vous positionnez sur des marchés étrangers, lorsque vous intervenez sur des marchés étrangers? Est-ce que vous êtes une entreprise privée lambda, à l'école de la concurrence, comme vous nous avez dit, ou est-ce que le fait que vous soyez une entreprise publique en France vous donne le droit à un statut particulier, ou est-ce que ça change quelque chose dans la manière dont vous répondez aux appels d'offres, justement? Ouais, c'est une question super intéressante parce que la réponse est assez inattendue. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, IBM a voulu externaliser toute sa logistique. Et au lieu lui-même de régler ses affaires de logistique, IBM a dit, en gros, je veux quelqu'un qui soit en quelque sorte une tour de contrôle de la logistique, et cette personne prendra en charge tout ce que je produis à la porte de l'usine et l'amènera jusqu'au client final. Et il y a eu une compète qui a duré presque 1 an. On était en concurrence avec la Deutsche Bahn, qui est une très grosse boîte en matière de logistique. Et on a fini par l'emporter en rencontrant le président de l'époque, qui s'appelait Sam Palmisano, à New York, une espèce de compète de dingue. Et quand après, on a dit au client, mais pourquoi est-ce que vous nous avez confié à nous ça? Un des éléments,
c'est que IBM était plus en confiance avec une entreprise publique française qu'avec une boîte détenue par un fonds dont il pouvait penser que 2 ans plus tard ou 8 ans plus tard, le fonds l'aurait revendu et que par conséquent, la boîte peut-être éclaterait, changerait de métier et qu'au fond, l'attention, le focus de la boîte serait peut-être moins fort vis-à-vis du client IBM. Donc, assez paradoxalement, le fait d'être une boîte publique française à l'export, c'est un gros plus. Très intéressant, effectivement. Cela pose-t-il également des problèmes de déontologie quand la SNCF répond à des appels d'offres au Qatar, comme on l'a vu, où de nombreux scandales émaillent les grands projets de construction, notamment sur les conditions de travail, ou lorsqu'elle collabore avec des pays qui ne sont pas des modèles de démocratie? Ça, c'est vraiment une question assez douloureuse, parce qu'effectivement, les boîtes ne peuvent pas, sauf à ne travailler que dans 3 pays ou dans 5 pays, comme ça, exclure de travailler dans des pays qui n'ont pas les mêmes règles que les nôtres. Sans citer même des pays européens, où actuellement il y a des régimes politiques au pouvoir qui ne sont pas très en phase avec l'Union européenne. À ce moment-là, on devrait dire on ne peut pas bosser avec eux parce qu'ils sont dirigés par un gouvernement qui est en lutte ouverte avec l'Union européenne sur tel ou tel sujet. Donc, il faut se donner des règles. Nous, on s'est donné comme règles essentiellement des règles anticorruption extraordinairement sévères, qui sont contrôlées par une agence en France qui s'appelle l'Agence française anticorruption. On s'est donné des règles de ne jamais se trouver en délicatesse avec le droit du travail local. Le droit du travail local, ce n'est pas le même droit du travail qu'en France, mais on doit respecter les règles de droit du travail local dans tous les pays du monde. Et de façon générale, on a des comités d'éthique, des déontologues, etc., qui traquent un peu les situations limites dans l'entreprise pour nous obliger, sur certains dossiers, à dire « mais non, là c'est en train de dériver, et donc on arrête ». Et les contrôles dans les boîtes comme ça vont assez loin. Vous voyez, par exemple, il y a la question de la tenue des contrôleurs ou la tenue des agents de vente. Bon. On fabrique très peu en France des tenues professionnelles. Bon, donc c'est forcément fabriqué soit en Turquie, soit au Maghreb. Bon, notre conseil d'administration a une commission des marchés qui fait des vérifications impromptues dans ces pays-là sur les conditions dans lesquelles les tissus sont taillés, les pièces sont préparées pour nos agents et nos uniformes. Nous l'avons donc vu, on en a parlé longuement. La SNCF a un rapport particulier aux États, français comme étrangers. La question de la déontologie pose également celle des activités de lobbying et d'influence de la SNCF qui demeurent relativement méconnues. À titre d'exemple, lors de l'ouverture de la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux, le total des prestations de communication a été évalué à 6 millions d'euros par la Cour des comptes, montant que vous contestez. Cette communication passe également par des activités de lobbying auprès des institutions françaises et européennes, et en France plus particulièrement auprès des élus régionaux qui sont décisionnaires des investissements sur les réseaux TER. La Fondation SNCF, c'est également un bon moyen de se rappeler à leurs bons souvenirs, puisqu'elle soutient des initiatives locales en matière culturelle et sociale. Après voilà, cette petite introduction, ces activités qui prennent une part importante dans le budget de la SNCF ne la détournent-elles pas de son rôle de service public en France, tout en biaisant son rapport à l'État français? Alors d'abord, tout ça, c'est contrôlé par la Cour des comptes, et c'est bien que vous rappeliez ces chiffres-là, parce qu'on fait partie du petit nombre de boîtes qui sont alors totalement transparentes sur ces sujets-là. Il y a même, pour faire rigoler jaune tout le monde, au moment de l'inauguration du TGV à Bordeaux, qui a été construit par un groupement privé, qui a coûté en gros 8 milliards d'euros, il y a eu un producteur d'Aquitaine, de caviar d'Aquitaine, qui était dans le train et qui a ouvert 2-3 boîtes de 25 grammes de caviar d'Aquitaine. Bon.
Moi, j'ai fait la connerie. J'ai pas refusé de prendre un toast grand comme ça avec 8 grains de caviar d'Aquitaine. Mal m'en a pris. Car évidemment, dès le lendemain, il y a une espèce de polémique à la CON qui est sortie sur le thème, voilà, la SNCF a offert du caviar à ses invités. Donc, moralité, ne jamais accepter même un petit morceau de pain avec un producteur local qui faisait sa pub. Hein. Le gars était dans le train pour dire, regardez, parce qu'il n'y avait que des médias. Donc, évidemment, le gars... Bon. Donc, ces questions-là sont totalement transparentes. Voilà. Maintenant, moi, j'assume le fait que toute entreprise, qu'elle soit privée ou publique, qu'elle exerce des activités de transport ou d'autres choses, c'est des entreprises qui ont besoin, dans une société qui est une société de marché, de faire connaître leurs points forts, qui ont besoin de se valoriser. Et il faut assumer ça. Il faut assumer à condition que ça soit transparent. Si vous allez d'ailleurs sur nos sites, vous verrez sur sncf.com qu'on a la politique d'open data parmi les boîtes françaises, qui est la politique la plus ouverte. On est le numéro 1 des boîtes françaises en open data. Pourquoi ? Là, c'est du commercial. Hein. Mais en open data, on a des jeux de données qui font que, par exemple, les lettres qu'on peut écrire ou qu'on peut s'échanger avec vos élus, avec un député, avec un sénateur, ces lettres sont sur l'open data. Les rémunérations des gens sont sur l'open data. Donc, on va super loin en termes de transparence. Tous les incidents de sécurité, tous les incidents de sécurité sont sur l'open data. Donc, on a, je ne sais plus de mémoire, 272, 280 jeux de données sur l'app. Et il n'y a pas de domaine. Le rapport du déontologue, par exemple, le rapport de l'éthique est sur l'open data. Voilà. Parce qu'on est une boîte qui appartient à tout le monde, on pense qu'il faut pousser l'open data extraordinairement loin. Justement, vous expliquez que vous êtes une boîte qui appartient à tout le monde. Et du coup, dans votre communication, en quoi est-ce que votre communication, justement, diffère-t-elle de celle d'une entreprise privée lambda ? Y a-t-il des choses que vous interdisez pour ces raisons ? Ou au contraire, vous assumez parfois les petits écarts ? En fait, je ne comprends pas trop la question. Vous pouvez me la reformuler ? Est-ce que votre communication auprès des pouvoirs publics et de l'opinion française est-elle différente de celle d'une entreprise privée lambda, notamment parce que vous êtes une entreprise publique et qu'il y a des choses que vous ne vous autorisez pas à faire, notamment auprès des hommes politiques, par exemple ? J'ai du mal à répondre à la question parce qu'en fait, c'est une boîte qui est transparente comme peu de boîtes le sont, parce qu'en fait, à la SNCF, il n'y a aucun secret. La vérité, c'est que, et Priscille qui bosse avec moi le voit tous les jours, il n'y a pas de... Au fond, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de projet qui puisse rester confidentiel dans la boîte. Une anecdote dont on se souvient il y a quelques années, mais un truc de dingue. On réfléchit à un nouveau système de restauration ferroviaire. On prend une boîte de consulting, plein d'anciens élèves de l'ESSEC, qui fait des tas de scénarios sur l'avenir de la restauration ferroviaire. Puis il y a des scénarios avec bar, sans bar, etc. Et un jour, il y a eu juste, même pas encore la restitution de l'étude. Même pas la restitution de l'étude. Et sort, alors je ne sais plus, c'était dans Marianne ? Non, Économie Matin, c'est quoi Économie Matin ? C'est un canard économique. Bon, sort dans un canard économique très connu qui s'appelle Économie Matin, sur 5 colonnes, un truc qui est le plan secret de la SNCF sur la restauration ferroviaire. Bon. Et avec Priscille, on se dit, mais bon sang de bois, c'est quoi ce truc ? On n'arrive pas, on ne comprend pas. Et le sujet, parce qu'il y avait une actualité totalement nulle dans la journée, le sujet prend de l'ampleur, c'est-à-dire un bout du 13h de TF1 et Jean-Pierre Pernaut, du style le sandwich SNCF va changer. Voilà, c'est un bon. Et toute la journée, le truc monte, et puis on commence un peu à s'énerver, nous, en disant mais de quoi on parle ? Puis un 20h traite le sujet. Tout le monde dit oui, mais c'est la disparition des bars TGV. La SNCF annonce la disparition du bar TGV. Mais alors, moi, je m'énerve. J'engueule la patronne très sympathique du TGV en disant en gros tu me mens, tu me caches quelque chose, c'est quoi ce truc-là, c'est quoi cette étude ? Bon, je passe les épisodes
15 jours plus tard, à peu près, je crois de mémoire, 15 jours plus tard, on arrive enfin à comprendre, par des indiscrétions venues de je ne sais pas où, que cette révélation, c'était un gars qui était journaliste à Économie Matin, qui se trouvait dans un TGV en 2e classe, 2 sièges là, 2 sièges là, qui était donc derrière, 2 consultants qui, ordinateur ouvert, ont déroulé entre la présentation et le mec avait son portable et photographiait au fur et à mesure les écrans de la présentation. Une présentation que nous, on n'avait jamais vue, qui était un projet de présentation et qui était devenu le scoop du jour. Voilà. Donc si quelqu'un est capable de détenir un secret à la SNCF, il faut qu'il vienne me voir parce que moi, je ne connais aucun secret à la SNCF. Très bien. En parlant de choses secrètes qui ne le sont pas tant que ça finalement, vous avez également des activités de lobbying à Bruxelles avec 4 lobbyistes accrédités et des dépenses de lobbying d'environ 550 000 € par an. Dans le même temps, l'entreprise... Il faudrait les doubler ou les tripler. Hein. Les fois 10. Elles ont augmenté légèrement, je pense plus c'est pas 100 000 assez, euros. c'est pas assez. Bon, très bien. Je devrais les augmenter. Justement, c'est la question qu'on va vous poser. Dans le même temps, l'entreprise a déclaré avoir reçu 194 millions d'euros de subventions européennes en 2017. Quels sont les enjeux de cette présence à Bruxelles pour vous aujourd'hui? Est-ce un moyen d'assurer la pérennité de ces subventions? Alors, les subventions qu'on reçoit à Bruxelles, c'est des subventions pour moderniser le réseau ferroviaire. Par exemple, pour mettre une signalisation qui soit la signalisation européenne le long des voies. Si on met une signalisation européenne, ça veut dire que les trains allemands peuvent venir en France et les trains français en Allemagne. Donc c'est, par exemple, ce genre de subvention. Ou pour mettre des semelles de frein qui font moins de bruit sur les trains de fret. Voilà. Donc c'est ça, ces subventions. Et quant à l'existence d'un lobbying à Bruxelles, j'espère que les chiffres sont faux et que c'est beaucoup plus. Parce que si vous voulez, et maintenant c'est un système qui est très réglementé, hein, on déclare les lobbyistes à Bruxelles. Les lobbyistes déclarent chacune des démarches qu'ils font. Quand la législation à Bruxelles évolue, il faut bien que les avis puissent être portés jusqu'à la connaissance, par exemple, du Parlement européen. Donc oui, on a des lobbyistes dont le métier est de dire « nous pensons sur tel dossier que », ou « nous pensions qu'il faudrait plutôt faire ci, plutôt faire ça ». Maintenant, ça a été vraiment bien nettoyé et moralisé puisque c'est complètement transparent. Mais du coup, est-ce que ça peut être également un moyen pour vous, ce lobbyisme, on va dire, de faire valoir des intérêts qui peuvent influencer d'autres sujets par rapport à la SNCF? En effet, vous avez déclaré a posteriori que vous déploriez la fusion, que le fait que la fusion entre Alstom et Siemens ait été rejetée par la Commission européenne. Oui, moi je pensais que c'était une vraie bonne idée, ce rapprochement. Et je l'ai dit, parce qu'en fait, Alstom est une boîte formidable française qui a énormément d'emplois en France, qui exporte, qui est une belle boîte, mais elle n'a pas la taille suffisante sur les marchés mondiaux pour gagner face à des géants chinois, coréens, japonais, indiens, qui, eux, n'ont pas, comme en France ou comme en Europe, une limite de taille. Et donc, moi, je pensais qu'en rapprochant Alstom et Siemens, on allait avoir un champion, non plus français, mais un champion européen, et que ce champion européen, il pourrait permettre à l'Europe de gagner des appels d'offres plus facilement. Donc c'est pour ça que moi, je me suis prononcé en faveur de ce rapprochement, et que j'ai dit que le jour où ça a été interdit, j'ai trouvé que ça a été une triste nouvelle. Alors, le pire, ça serait si Alstom allait se marier avec un Coréen, Siemens avec un Indien. Et comme ça, on n'aurait plus du tout d'industrie européenne du ferroviaire, alors que le train, il est né en Angleterre et que le train, c'est un des points forts de l'Europe. Vous comprenez tout de même que cette position peut paraître assez surprenante pour un directeur de la SNCF, puisque Alstom et Siemens sont a priori des fournisseurs et donc leur fusion pourrait faire augmenter le coût des... Mais ça, c'est ce que dit Madame Vestager, elle a le droit de le dire, mais c'est une énorme blague. C'est une énorme blague. Tout simplement parce que aujourd'hui, tiens, c'est intéressant qu'on voit une image de TGV. On parle de la concurrence en Europe entre Siemens et Alstom. Siemens, vous voyez le ICE là, au premier plan, il ne produit que des TGV sans étage.
Donc si vous voulez acheter un TGV sans étage, vous achetez obligatoirement un Siemens, parce qu'Alstom n'en produit pas. Si maintenant vous cherchez un TGV à étage, et d'ailleurs derrière ça, vous verriez que en fait c'est un duplex, derrière il est à étage, vous ne pouvez acheter qu'un Alstom parce que Siemens n'en produit pas. Donc il n'y a pas de concurrence parce que tout simplement chacun a des produits qui sont complètement différents. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quand on va à l'export, c'est-à-dire quand on se bagarre en Russie pour que Moscou-Kazan soit équipé de matériel européen, ça serait mieux que Siemens et Alstom ne se fassent pas la guerre, mais qu'ils fassent plutôt la guerre aux Chinois, plutôt la guerre aux Japonais et plutôt la guerre à l'Indien. Pardon, je suis un peu cash, mais moi je pense qu'il faut vraiment des champions industriels européens. Ou alors il ne faut pas d'Europe. Hein. Alors du coup, il est vrai que la SNCF, comme on l'a dit, a un rapport particulier aux États lié à la nature de son activité, donc c'est un monopole naturel, et à son statut, qui va changer. Emmanuel Macron a l'intention que la France reprenne la dette à hauteur de 35 milliards d'euros entre 2020 et 2022, à la manière de l'État allemand qui avait repris les 37 milliards de la dette de la Deutsche Bahn en 1994, mais qui en contrepartie avait demandé des réductions drastiques d'effectifs, les passant de 350 000 employés à 220 000. Quelles sont donc les conditions de cette reprise de la dette par l'État français ? Alors c'est bien qu'on en parle juste 2 minutes, c'est pas techno, hein, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. En gros, la loi qui a été votée il y a maintenant 1 an, c'est la grande réforme ferroviaire qui se compare à la réforme que les Allemands ont faite lors de la réunification. Et dans cette réforme française, il y a 3-4 choses essentielles. Il y a d'abord l'arrivée de la concurrence pour dynamiser le marché, qu'il y ait plus de trains en France. Ensuite, il y a la transformation de la SNCF en une société publique, là où aujourd'hui on est un établissement public, donc pour en faire un acteur de marché et pas un démembrement de l'État. Il y a ensuite la fin du statut des cheminots, c'est-à-dire que tous ceux qui ont le statut le gardent, mais la première personne qui sera embauchée en 2020 sera embauchée avec une convention collective et un contrat de travail comme tous les autres Français. Il y a ensuite, comme vous l'avez dit, un désendettement, parce que pendant des décennies, on a investi sur le ferroviaire sans avoir dégagé les moyens budgétaires, et donc au fond, on finançait par la dette. Sauf qu'à partir d'un certain niveau de dette, tout investissement supplémentaire qui alourdit la dette est mauvais. Donc un jour, il faut bien désendetter. Et donc, les Français vont reprendre, entre guillemets, cette dette. Vous, moi, on va reprendre cette dette que de toute façon, le système ferroviaire ne peut pas financer. Et enfin, nous, il y a une réforme de productivité très importante qui est faite. On va, en gros, rattraper en peu d'années les 2/3 de l'écart de compétitivité qu'il y a entre la SNCF et ses concurrents. Donc c'est une réforme un peu, on dirait, systémique, qui entre en œuvre à partir du 1er janvier 2020 et qui va être une nouvelle étape dans la vie de la SNCF avec vraiment 2 objectifs. Le premier, c'est qu'il y ait plus de trains en France, pas moins de trains, mais plus de trains, et qu'il y ait une meilleure qualité de service, parce qu'on va investir davantage, on va pouvoir reprendre les investissements de façon plus forte sur le réseau existant. Pardon, hein, c'est un peu lourd, mais voilà, c'est une énorme réforme. Mais du coup, avec cette reprise de la dette, on peut dire que la SNCF est en situation d'aléa moral. En effet, le contribuable éponge... Elle est en situation quoi ? D'aléa moral. Le contribuable éponge toujours les dettes, décennies d'erreurs de gestion, mais les bénéfices de l'entreprise demeurent toujours privés. Du coup, est-ce que de la même manière que les banques en 2008, la SNCF est too big to fail ? Alors, pardon, c'est juste tout faux, ce que vous avez dit. C'est factuellement tout faux. Expliquez-nous. Oui. D'abord, les bénéfices de la SNCF, ils ne sont pas privés. Les bénéfices de la SNCF, ils vont à 100% pour moderniser le ferroviaire en France. Donc, à chaque fois qu'on gagne 1 euro, à la fin de l'année, dans le PNL en bas, cet euro-là, il reste dans le système ferroviaire. Il ne remonte pas à l'État, il reste dans le système ferroviaire. Bon, pour moderniser les gares, pour acheter des nouveaux trains, pour moderniser les voies, etc. Et quant au fait que le contribuable
entre guillemets, éponge les erreurs de gestion, c'est juste une énorme erreur. Parce que ce qui s'est passé depuis 40 ans, c'est qu'à chaque fois qu'on voulait faire un investissement, hein, on construit le TGV qui va à Lille, puis on construit le TGV qui va à Lyon, puis on construit, on se disait « Ah ben non, mais on n'a pas l'argent. On est désolé, on n'a pas l'argent. Donc vous, la SNCF, vous allez le construire. Et on a trouvé une idée géniale. Vous allez vous endetter. Et puisque vous êtes une société publique, c'est pas grave, parce que votre dette, personne n'aura de doute sur le fait qu'un jour elle sera remboursée. Ben évidemment, oui, un jour elle sera remboursée par le contribuable, puisqu'on n'a pas dégagé les ressources budgétaires. Donc, si on le dit de façon un peu violente, il y a une énorme cavalerie budgétaire pendant des décennies qui aboutit au fait qu'un jour, ben, la dette, elle se retrouve effectivement là où elle était, c'est-à-dire c'est la dette du budget de l'État. Très bien, merci. C'est pas une histoire drôle. Très bien, merci pour cette explication. Nous allons désormais aborder des sujets plus légers avec le traditionnel petit jeu des mardis. Le principe est simple. Ah, je ne résiste pas au SMS d'aujourd'hui. Air France, Saint-Valentin, gâtez votre moitié et profitez de 20% de réduction sur le catalogue duty-free de votre prochain vol. Voilà, c'est le message. Profitez-en. Vous faites la même chose? Non, il n'y a pas une réduction. Mais il devrait y avoir un message de la SNCF Saint-Valentin. Malheureusement, c'est un message d'Air France. Donc le traditionnel petit jeu des mardis, merci pour cette introduction humoristique. Le principe est simple, une question vous est posée, plusieurs choix de réponses vous sont proposés, sans langue de bois. Concentration maximum, QCM. Les enjeux sont grands. Et il faut répondre une ou plusieurs? Une, la plupart du temps. D'accord. Mais on vous laisse libre. Alors, on vous avoue être peu satisfait des slogans de la SNCF. Entre Prenons le train dans les années 70, SNCF c'est possible en 1988, ou encore Rapprochons-nous, le slogan actuel, on a été peu séduit. S'il fallait choisir un nouveau slogan, lequel serait-il? SNCF c'est possible est un incroyable truc, car 40 ans après, 80% des gens s'en souviennent. Il n'y a pas beaucoup de signatures de boîtes qui soient dans le même cas. Hein. À voir. Du coup, dans les trois... Et même les gens se souviennent de la carte Kiwi et des Muppet Show de la carte Kiwi 40 ans après, ce qui est un truc de dingue. Insupportable chanson d'ailleurs. Oui, mais vous vous en souvenez? Oh que oui. Oui. Bah, donc ça prouve que le publicitaire, qui s'appelait Robert, était un mec génial. Il est malheureusement décédé il y a une vingtaine d'années, mais c'est un mec génial qui a réussi à inscrire dans le patrimoine des Français, vous n'étiez pas né, un machin qui était la chanson de la carte Kiwi avec le SNCF, c'est possible. Du coup, les trois propositions. Il y a Privatisez-nous, tout est plus simple dans le privé. Attends, on recommence? Je reposais la question du coup. Du coup, on a été peu séduit par les slogans de la SNCF, par ceux que je vous ai cités, et du coup, on vous propose d'en choisir un nouveau. Donc, trois propositions. Privatisez-nous, tout est plus simple dans le privé. Aimez-moi, pour une entreprise en mal de reconnaissance. Ou vous garderiez le slogan actuel, Rapprochons-nous, les piquets de grève soudent les équipes. Oh, c'est des magots, c'est des magots. Aucun. Aucun. Le Rapprochons-nous, il est comme ça, dit comme ça, il fait un peu rigoler. Sauf que sa signification profonde, qui est bien comprise par les gens, c'est de dire c'est une boîte modeste. C'est pas une boîte qui prétend sauver le monde. C'est pas une boîte qui prétend avoir la réponse à tout. C'est une boîte qui est, au fond, qui est work in progress, qui est we try harder. C'est ça qu'on dit. C'est-à-dire que notre métier, c'est de rapprocher les gens. C'est un très beau métier de rapprocher les gens. Moi, je passe ma vie dans le train. Je vois des gens qui me parlent beaucoup dans le train, des clients contents ou mécontents. Mais en tout cas, il y a un truc qu'ils disent, c'est que le train est vital en France. Et que sans le train, ils ne pourraient pas se déplacer, ils auraient plus de mal à vivre, etc. Et donc, c'est un beau métier, rapprochons les gens. Et par ailleurs, quand on dit rapprochons-nous, on dit une boîte qui veut se rapprocher de ses clients, qui veut le faire, qui sait que de temps en temps, malheureusement, elle perd la confiance ou elle a du mal à être proche de ses clients, mais elle veut le faire. Évidemment, vous pouvez contester nos propositions et justifier vos choix. Hein. Je vous remercie. Pour distraire vos passagers bloqués dans un train à cause d'une panne à Montparnasse, comme ce fut le cas récemment, quel livre leur conseilleriez-vous? Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, l'histoire se répète. Voyage au bout de la nuit, plus que 6 heures d'attente. Le crime de l'Orient Express, les passagers sont intenables. Ça, c'est bien. Refaites-le, les 4 choix. C'était 3, mais... Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, l'histoire se répète. Voyage au bout de la nuit de Céline, plus que 6 heures d'attente. Le crime de l'Orient Express, les passagers sont intenables. Alors, je crois le crime de l'Orient Express, définitivement.
D'abord parce que Orient Express, c'est une de nos marques. C'est une marque patrimoniale qui nous appartient. On a un train monument historique qui est l'Orient Express et qu'on vient d'en acheter un second avec le groupe Accor pour faire vivre ce patrimoine, et que dans ce qu'est la SNCF, il y a aussi une très grosse dimension de patrimoine à laquelle on est très attaché, qui nous rattache à notre histoire. C'est-à-dire que la SNCF, dont on a parlé depuis le début, c'est une boîte qui est un champion du digital. Hein. Le premier site de e-commerce français, c'est nous, devant tous les autres. On fait plus de 5 milliards de volume d'affaires sur le e-commerce. Bon, on a commencé en 2000, et en 2000, c'était l'année de l'arrivée de Google en France. Donc, on n'a pas pris beaucoup de retard. Hein. On a démarré l'année de l'arrivée de Google en France. Donc, c'est à la fois une boîte qui est très technologique, un train à hydrogène demain, décarbonation de nos transports, etc. Et en même temps, c'est une boîte qui est fière de ses racines, qui est fière du lien qu'elle a avec les territoires, qui est fière du lien qu'elle a avec son histoire. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est à la fois de la projeter dans le futur, mais de ne jamais oublier d'où on vient. Et sans faire de l'emphatique, hein, quand on regarde ce qu'était le réseau entre les deux guerres, entre 1914 et 1939, c'est le chemin de fer qui a fait la France. Le chemin de fer allé dans les cantons, c'est ça qui a fait l'unité de la France. Et ça, il ne faut pas, nous, qu'on l'oublie. Vous avez déclaré, on en a déjà parlé, que vous ne solliciteriez pas de 3e mandat en 2020. Du coup, qui choisiriez-vous pour vous succéder? Priscille. Vous n'allez pas être déçu par les choix. Donald Trump, make la SNCF great again, même si la méthode est contestable. Winston Churchill, du sang et des larmes, plus belle sœur à la victoire. Ou alors Gandhi, pour apaiser les tensions sociales, les gilets jaunes retourneront peut-être leur veste. Alors moi, je choisirais évidemment Winston Churchill, notamment parce que j'attends comme un malade la 2e série de The Crown. Je crois que c'est The Crown. Donc j'attends la 2e série. Dans la première série, le personnage de Churchill est absolument dément, incroyable. Et donc oui, définitivement Churchill. Très bien. Dernière question. Vous êtes invité un mardi soir de février au bout du monde, enfin au bout du RER A. Quel sera votre moyen de locomotion? Vous prenez un Uber, après tout la libéralisation a du bon. Le RER A, vous avez dû quitter le bureau à 14h pour être sûr de ne pas être en retard. Vous marchez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, rien de tel qu'une bonne randonnée. Alors mon plan, c'était de prendre le RER, mais parce que moi je suis bien dans le RER. Je reconnais que c'est pas terrible, hein, je suis le premier à le reconnaître, mais je prends le RER souvent. J'ai pas de voiture, ni perso, ni professionnelle, donc j'ai un scooter. Je prends de temps en temps un chauffeur à moto parce que je ne conduis pas assez bien pour la 15, et que la 15 est totalement... La 86 plus la 15, c'est juste complètement terrifiant en 2 roues. J'aurais pris le RER si le dernier de retour n'était pas à 21h12. Voilà. Et en plus, j'habite pas très loin d'une gare de RER. Donc je suis venu en moto aujourd'hui. Mais le RER, il faut se souvenir. Pardon, il y a un super bouquin qui s'appelle RER Mon Amour, qui est paru dans les années 90, qui était un bouquin paradoxal, évidemment, et qui parlait en gros des rencontres dans le RER. Et il y a aussi un formidable photographe qui s'appelle Nam Golding, qui a fait une série de photos dans le RER qui valent aujourd'hui des millions. C'est une photographe mondialement connue, je suis sûr que vous la connaissez, et qui montre que le RER, il a plein de défauts, plein. Mais c'est aussi un lieu de mixité, de socialité. Beaucoup de gens vivent beaucoup de moments dans le RER. Et le RER, quand il a été créé, moi j'étais là, vous pas. Il a été créé, moi, je me souviens toute ma vie de l'inauguration du RER, parce que j'étais gamin. Mon papa bossait à La Défense. Et le RER A, il a été créé en 69, je crois. En 69, entre Aubert, Charles de Gaulle-Étoile et La Défense. Et vous ne pouvez pas imaginer quel était le choc de modernité d'avoir un train qui roulait jusqu'à 120 km/h sous Paris. Ça n'existait pas. C'était une innovation considérable. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de renouer avec ce mythe fondateur. Aujourd'hui, le RER A, il est complètement saturé. C'est 1 million de voyageurs par jour. C'est une des 3 lignes au monde qui est le plus fréquentée.
d'où les problèmes de qualité de service. On ne peut pas rajouter un train de plus aux heures de pointe. Et donc ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de construire un deuxième RER qui est parallèle au premier, qui va partir de la gare Saint-Lazare, qui va aller à la Porte-Maillot, qui ensuite va aller à la Défense, qui va ensuite aller à Nanterre et ensuite aller jusqu'à Mantes. Ça, c'est le principal projet de la boîte. Aujourd'hui, ce n'est pas un projet TGV, c'est un projet RER. Il y en a pour presque 6 milliards d'euros. On va creuser le tunnel à partir de Saint-Lazare, ça démarre à peine. Et en 2023, on aura donc une deuxième ligne de RER qui ira de est en ouest, c'est-à-dire en gros de l'est de Paris jusqu'à Mantes. Très bien. Il est donc temps d'aborder la troisième et dernière... Très bien, dit-il coincé comme... Absolument pas. Ah bon ? Très bien, vous le pensez ? Tout à fait. Il est donc temps d'aborder la troisième et dernière partie de ce débat, déjà, qui porte sur le patrimoine et les investissements de la SNCF, sa digitalisation et les transformations à venir de manière plus générale. La SNCF est donc le deuxième plus gros propriétaire foncier français, derrière l'État et devant l'Église. Ce patrimoine immobilier représente environ 8,5 millions de mètres carrés, dont des logements, et est réparti sur 25 000 sites, sans compter les gares. Afin de valoriser ce patrimoine, donc, SNCF Immobilier a été créé en 2015. Pouvez-vous donc nous dire ce que cela implique exactement, la finalité qui est envisagée concernant ces revalorisations, et est-ce un moyen pour la SNCF de diversifier ses activités ? Alors, c'est intéressant. Qui a choisi ce sujet-là ? C'est vous ? Oui, tout à fait. Super choix. On n'en parle jamais. Donc c'est un truc, si je puis dire, nouveau et intéressant. On est le deuxième propriétaire foncier de France, vous l'avez dit, après l'armée et avant l'Église. Alors, ce pourquoi on a créé ce métier, c'est parce qu'en fait, notre patrimoine immobilier, qui est partout, dans toutes les gares et autour des gares, autour des voies, c'est en fait le moyen de faire des nouveaux centres-villes, des nouveaux centres-villages, au fond de créer du développement économique et du développement social dans des endroits qui sont au cœur de la vie des gens. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'avec les élus et avec des gens qui font du développement, on crée des nouveaux quartiers de ville au cœur des villes, là où auparavant il y avait des choses qui étaient complètement délaissées. Actuellement, il y a une compète incroyable. Vous voyez évidemment la gare du Nord. Quand vous partez de la gare du Nord en train, vous montez vers la porte de la Chapelle, et si vous regardez sur la gauche, vous avez un ancien établissement, une ancienne usine d'entretien de locomotives vapeur. Ça fait 4 hectares et c'est en plein Paris. Ça s'appelle le quartier Ordener. Bon ben là, avec la ville de Paris, on a fait un concours d'architecture pour développer un nouveau quartier qui sera un quartier vraiment en avance en termes de coworking, de qualité de vie, de quartier à énergie positive. Et ça fait 4 hectares, c'est-à-dire qu'on va réussir à faire plusieurs milliers de logements dans cette zone-là. Et voilà, c'est le genre de projet qu'on aime bien faire. Très bien. Donc, il semblerait que ce soit aussi pour des raisons d'entretien du patrimoine que vous avez fait ces choix. Mais n'est-ce pas un moyen de faire feu de tout bois en vendant le patrimoine historique de l'entreprise ? Oui. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il y a des vrais problèmes d'entretien de ce patrimoine. C'est ingérable pour vous ? Oui, on ne peut pas tout garder, ou alors on va tout garder en mauvais état. Donc il faut choisir. On garde ce qui est utile pour faire le chemin de fer de demain. Par exemple, si on a un emplacement génial, par exemple à Nice, qui permettrait de construire un atelier d'entretien des TER, il faut le garder. Et en même temps, si dans Paris, comme derrière la gare de Lyon, on a une autre opération du côté de Charenton, énorme, où on va construire des logements, des écoles, des équipements culturels, des équipements sportifs. Là, nous, on n'en a pas besoin, donc il faut en faire profiter la collectivité. En plus, c'est génialement situé, puisque c'est à quelques centaines de mètres de la gare de Lyon. Très bien. Et c'est un super métier, ce métier de développement urbain. Il y a des architectes, évidemment, il y a des urbanistes, il y a des sociologues, il y a des gens qui sont des spécialistes des questions énergétiques, il y a des économistes, il y a des gens qui sont des spécialistes de la qualité de la vie, et tout ça, ça fait un métier immobilier. Il y a à peu près 800 personnes qui font ce métier.
Si certains ou certaines d'entre vous, un jour, voient passer ce genre de métier, c'est des métiers géniaux, parce qu'en plus, ça a du sens. Hein. On construit la qualité de vie de demain. Au-delà de ces investissements immobiliers, la SNCF a investi aussi dans la qualité du service, avec la mise à disposition du Wi-Fi à bord de certains trains, une meilleure couverture 3G et 4G sur le réseau. Comment est-ce que la SNCF se situe-t-elle par rapport aux autres entreprises ferroviaires européennes sur ces thématiques et donc ses futurs concurrents? Quand vous dites sur ces thématiques, c'est de modernisation, digitalisation. du digital. Faites-nous un benchmark. Ouais, un benchmark en 3 secondes, quoi. Bon. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que l'industrie ferroviaire, elle a la chance de sa vie avec la digitalisation, parce qu'en réalité, la digitalisation, elle a permis déjà de changer complètement la relation avec les clients. On a parlé de oui SNCF, etc. Mais elle permet aujourd'hui de changer complètement la production. Et donc, pour vous donner un exemple de ce qu'on est en train de tester, aujourd'hui, quand un train a roulé X dizaines de milliers ou centaines de milliers de kilomètres, il rentre à l'atelier, on le soulève et on vérifie très minutieusement avec des ultrasons, des bancs d'essai, etc. On vérifie les roues, les freins, les organes de roulement. Le sujet de la sécurité, on n'en a pas parlé, c'est un sujet qui, dans l'entreprise, est une espèce de fil rouge de l'activité de tout le monde. Ce serait peut-être bien d'ailleurs que tout à l'heure on discute 5 minutes de sécurité. Ce métier-là, qui occupe des centaines de gens, qui prend des ateliers, il est en train d'être révolutionné, mais révolutionné par des bancs de tests digitaux. Le train passe devant des radars, des lidars, des tas de systèmes qui captent des millions de points sur les roues. Après, un algorithme vient analyser tous les points qui sont anormaux. Et en gros, en quelques dizaines de secondes, vous avez la photo de tout ce qui pourrait être anormal sur le train. En quelques dizaines de secondes, là où il a fallu quelques heures. Donc la productivité qui est à la clé, le surcroît de sécurité, c'est juste énorme. Donc on est en train de construire des usines du futur pour entretenir et maintenir les trains en faisant appel au tout digital. Parce que, du coup, un autre axe de la culture digitale de la SNCF, c'est la mise en place de l'intelligence artificielle dans les services et dans les processus de l'entreprise. Un accord signé avec la Deutsche Bahn à Francfort le 19 octobre dernier va dans ce sens-là pour une intégration globale au niveau de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez des projets futurs à plus ou moins long terme dans ce sens-là? Plein, parce que par définition, l'intelligence artificielle qui vaudrait mieux appeler intelligence augmentée, elle n'a rien d'artificiel, c'est de l'intelligence augmentée, c'est-à-dire que la machine, peu à peu, elle-même, a appris à reconnaître un certain nombre de données, à les traiter et à en tirer des conséquences. Bon. Dans tous les domaines, ça joue un rôle absolument gigantesque. Aujourd'hui, par exemple, le yield management, dont pas mal d'entre vous, j'imagine, ont appris les secrets dans cette école, le yield management, il est fait quasiment à la main par des analystes et des tacticiens qui analysent eux-mêmes un très grand nombre de données pour ensuite répartir le train, les places du train entre les différents tarifs. Bon, un métier comme ça se prête à l'intelligence augmentée de façon quasi parfaite, parce que la machine va être capable d'intégrer la totalité de l'historique d'un train depuis 30 ans ou 40 ans, d'intégrer le temps qu'il fait, d'intégrer les festivals qui peuvent exister, d'intégrer tout ce qui est possible et imaginable pour dire à la fin, écoutez, ce train-là, la meilleure façon de le remplir, c'est de mettre 439 places à moins 50%, d'en mettre 212 à moins 25% et d'en mettre seulement 18 à plein tarif. Et ça, c'est la meilleure façon de le remplir. Et la machine, non seulement elle va le faire une fois, mais elle va le faire toutes les nuits en fonction des réservations effectives. Donc, notre objectif étant d'avoir le taux d'occupation le plus important possible, le plus proche de 100%, vous imaginez ce que l'intelligence augmentée peut faire. Et il y a des dizaines et des dizaines d'exemples. Très bien. Nous approchons de la fin de ce débat. Nous demandons au public de bien vouloir commencer à préparer ses questions. Voilà qui est bien dit.
La SNCF a également introduit un nouveau concept, celui des gares partagées. L'idée était de lancer des appels à projets afin de redynamiser, réaménager l'espace dans 30 gares tests en Ile-de-France. De nombreuses entreprises ont répondu présent, mais également certains projets ont été menés au sein même de la SNCF via l'intrapreneuriat. C'est une tendance qui n'est pas nouvelle, mais qui tend à se développer au sein des grandes entreprises afin de soutenir les projets et initiatives des employés, toujours plus stratégiques et innovantes. Ces projets étant lancés depuis plusieurs années, voilà, si on parle des gares partagées, mais aussi de l'intrapreneuriat, est-ce que vous pouvez nous faire finalement un petit bilan? Quel est le résultat de ces politiques? Oui, dans deux phrases. D'abord, les gares, c'est des lieux qu'on a redécouverts depuis 10 ou 20 ans. Les gares, c'était considéré d'habitude comme des lieux de passage dans lesquels on restait le moins longtemps possible, mal éclairé, sans mauvais, rien à faire, etc. C'était vraiment le parent pauvre du système. Depuis une vingtaine d'années, on y met beaucoup d'énergie, d'intelligence, de sous, et puis beaucoup de partenariats. Parce que par exemple, en région Île-de-France, on se dit que si on veut construire des tiers-lieux, des lieux de coworking, etc., les gares, c'est vraiment un endroit qui est privilégié. Les gens n'ont pas forcément besoin d'aller prendre le train pour pouvoir bosser, pour pouvoir travailler ensemble. Donc on a une politique assez générale d'utilisation de toutes les capacités qu'on a en gare pour en faire des lieux de socialité, des lieux de vie, des lieux de ville, et on va continuer à le faire comme ça. Et dans la future gare du Nord, qui est notre principal projet, vous verrez qu'il y a 500 millions donc, qui vont être dépensés dans la nouvelle gare du Nord. Le chantier démarre dans quelques mois. Ça va être un chantier de dingue parce qu'il y a chaque jour presque 2000 trains à la gare du Nord. On ne peut pas en supprimer un. Et il faut reconstruire, entre guillemets, toute une partie de la gare du Nord. Donc ça va être un chantier énorme. Mais à la fin, vous verrez que c'est une gare qui est un quartier de ville, qui sera un quartier du 10e arrondissement. C'est un projet qui est vraiment aspirationnel. Très bien. Ce débat touche à sa fin. C'est maintenant l'heure de la question de notre partenaire La Tribune, suivie des questions du public. Nous vous demanderons de vous lever, de vous présenter et de poser une unique question concise et intelligible. Bonsoir à tous et bonsoir Guillaume Pépi. Vous en avez sans doute déjà beaucoup parlé. L'ouverture à la concurrence de la SNCF pousse l'entreprise à se transformer. Ces transformations sont globales, elles concernent bien sûr le ferroviaire, mais aussi les nouvelles mobilités dans lesquelles la SNCF est entrée, qu'il s'agisse du covoiturage ou même des nouvelles mobilités en ville. Comment voyez-vous évoluer le rôle de la SNCF dans les nouvelles mobilités? Est-ce que vous allez lancer une application formidable qui nous permettra de gérer tous nos déplacements? Comment voyez-vous l'évolution du marché des mobilités d'ici 5 à 10 ans? Merci beaucoup. Oui, tout à fait. En fait, en deux phrases, la première phrase, c'est de dire que chacun l'a bien senti, je crois, ce soir, on était le monopole du train en France et on devient une entreprise française de solutions de mobilité. Bien sûr, avec le train comme colonne vertébrale, mais autour du train, tous les modes de transport qui sont partagés et qui sont écolos. Et la question était aussi, est-ce qu'on va pouvoir mettre toutes ces solutions sur une appli? C'est le projet dont je vous ai dit un petit mot, qui sort en juin, qui s'appelle dans notre jargon interne l'application... ça y est, je recommence. L'assistant personnel de mobilité. L'assistant personnel de mobilité. Et cet assistant personnel de mobilité, il a pour vocation qu'au lieu d'avoir 15 applis sur votre smartphone de mobilité, vous en ayez une ou deux, la nôtre de préférence, peut-être un de nos concurrents, et qu'au fond, avec cette appli, vous soyez capable tous les jours de mettre en quelque sorte en correspondance votre planning et puis les transports qu'il faut pour ne jamais utiliser la voiture individuelle tout seul, qui est le seul ennemi du système, c'est l'utilisation individuelle d'une voiture personnelle. Parce que ça, à la fin, ça prend de l'espace, ça bouffe une énergie dingue, ça crée du CO2 et c'est pas nécessaire. Et donc l'objectif, c'est de faire reculer ce qu'on appelle, ça s'appelle l'autosolisme, c'est-à-dire l'usage individuel d'une voiture personnelle, et de faire reculer ça au profit de toutes les solutions
de mobilité partagée. Et c'est quasiment cette année le principal projet de la boîte pour les clients. Bonsoir monsieur. Bonjour. J'ai une question qui porte sur la cohésion territoriale et la responsabilité de votre entreprise par rapport à ça. Vous dites que le train a permis de réaliser l'unité du territoire français, mais est-ce que la SNCF ne peut pas desservir ce territoire en créant de fait des inégalités territoriales par les choix qu'elle va être obligée de faire? Et du coup, est-ce que vous avez une réflexion pour garantir cette responsabilité publique? Oui, c'est un très bon point parce qu'on se sent cette responsabilité territoriale. En même temps, il faut faire attention au fait que mettre du train partout, ça serait une énorme bêtise en matière socio-économique, c'est-à-dire en matière d'utilisation, de rationalité d'utilisation. Le train, c'est super bien quand il y a un volume de clientèle suffisant. Le plus petit module qu'on a, le plus petit autorail qu'on a, il fait en gros 80 places. On n'a pas de chose qui fasse moins de 80 places. Donc si vous transportez 15 personnes, si vous transportez 20 personnes, et que vous mettez un autorail avec 80 places, vous gâchez 60 places, vous imaginez la consommation de diesel qu'il y a derrière un autorail de 80 places, et à la fin, sur cet autorail de 80 places, le client il aura payé 5 ou 10% des coûts, et le contribuable il aura payé 90% des coûts. Donc, moi j'aime le train, je défends le train, mais le train c'est pas la solution à tout. Ce qui est la solution à tout, c'est la coordination entre le train, mais d'autres modes de transport. Les VTC partagés, les bus écolos, les navettes électriques, bref, plein de nouveaux systèmes de mobilité qui, connectés, vont permettre au total de desservir finement les territoires. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Pierre-Antoine. Comme vous le disiez au début du débat, chacun a une relation particulière avec la SNCF. C'est mon cas puisque mon père est cheminot. En 20 ans, il a commencé en gare de Nantes dans le fret. Ils étaient 40. Aujourd'hui, ils sont 2 et d'après ce que j'ai compris, il y en a un de trop. Est-ce que ce n'est pas une perte importante pour la SNCF, le marché du fret? Surtout que le transport de marchandises en train est plutôt très écologique. Je partage à 100%. Le fond de ce que je ressens, c'est qu'en France, on n'a pas encore la culture qui existe en Suisse ou en Autriche. En Suisse, il y a une loi, comme en Autriche, qui interdit aux poids lourds de traverser le pays. C'est-à-dire qu'un poids lourd ne peut entrer en Suisse que s'il va livrer en Suisse. Ou même chose en Autriche. Mais s'il traverse, il faut mettre le poids lourd sur le train. Vous imaginez en France que ça changerait d'avoir une loi comme ça? Plus de files de camions sur l'A10 entre Paris et Hendaye. Plus de files de camions ininterrompues entre la frontière belge et Paris. Simplement, à aucun moment en France, j'ai entendu ce débat-là monter, c'est-à-dire l'interdiction du transit de camions dans un pays. Et je pense qu'il va falloir beaucoup de salive, d'énergie, de conviction pour qu'en France, mais je pense que ça arrivera un jour, on se persuade qu'il faut assumer le coût que représente le fait de mettre les camions sur les trains. Une dernière question. Bonsoir, Bonjour. Je m'appelle Marie Zangrand. Alors, nous sommes à Cergy-Pontoise et au bout de la rue se situe la vieille ville de Pontoise. J'habite dans le vieux quartier Saint-Martin et nous sommes touchés par le projet de fret Cercle-Gisors. Et je voudrais savoir si vous en avez des nouvelles. Car nous, habitants de Pontoise, habitant le long de la ligne J, nous allons être fortement impactés si 25 trains de fret passent la nuit dans le vieux Pontoise, comme dans le vieux Cormeilles, comme dans toutes les villes qui sont sur la ligne J. Voilà. Alors, Donc, votre intervention est importante parce que ça montre, c'est incroyable, hein, on aurait pu s'organiser.
je disais à monsieur qu'en France, on n'est pas encore convaincu qu'il faut mettre les camions sur les trains, et vous pointez sûrement à juste titre, et avec beaucoup de sincérité, le fait que vous ne souhaitez pas, et vous avez vos raisons, qu'on mette des trains de fret qui passent sur la ligne Paris, Serqueux, Gisors. Alors, pour être tout à fait sincère là-dessus, moi je soutiens ce projet. Oui. Et ce projet, il a été déclaré d'utilité publique. Sachant que la ligne, même après la guerre, était une ligne de délestage. Absolument. Mais il se trouve qu'en République, il a été déclaré d'utilité publique. Et pourquoi il a été déclaré d'utilité publique? Parce qu'aujourd'hui, au Havre, il y a seulement 5% des conteneurs qui prennent le train, 95% des conteneurs prennent la route. Et donc notre pays a décidé qu'il fallait, comme vous le disiez madame, réutiliser une ligne de délestage qui s'appelle Paris-Serqueux-Gisors pour y faire passer des trains de fret. Maintenant que notre pays a pris sa décision, et là je vous rejoins, il faut qu'on trouve avec les assos, avec les élus, les solutions qui vont permettre que la vie des gens qui habitent pas trop loin de cette ligne ne soit pas, entre guillemets, endommagée par cette ligne. Il y a des... Alors, si rien n'est prévu, je pense qu'il faut trouver des solutions. Il y en a. Elles sont pas miraculeuses. Un train, ça fait le bruit d'un train. Mais entre les semelles composites, les murs anti-bruit, le fait de mettre la voie sur, entre guillemets, un tapis élastique, etc., on a des réponses. Moi, je ne suis pas suffisamment connaisseur de votre situation personnelle, donc je vous fais confiance dans ce que vous dites. Mais je ne veux pas être faux cul en vous disant que je ne soutiens pas ce projet, alors que je viens de dire à notre collègue que moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura moins de camions sur les routes et qu'on réutilisera mieux le réseau des voies de chemin de fer. Alors, pourquoi ne pas utiliser Amiens? C'est une autre solution, c'est une troisième solution, c'est de prendre il y a un grand contournement qui contourne la région parisienne par le nord et qui permet à ce moment-là, en faisant ce grand contournement, de rejoindre d'autres voies. C'est aussi une troisième solution. Mais ce que je constate comme citoyen républicain, c'est que la déclaration d'utilité publique, c'est l'acte fondateur d'un projet. La déclaration d'utilité publique a été prise sur ce projet-là. Alors peut-être qu'un jour, cette déclaration d'utilité publique, elle sera confirmée ou annulée. On va attendre gruppementale décision du tribunal. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Mais c'est très marrant parce que on a eu un débat de rond-point là, très aimable, mais on a eu vraiment deux points de vue exactement inverses et respectables. Voilà. Merci beaucoup de votre intervention. Merci de votre intervention. Bon, merci beaucoup à tous, parce que je ne sais pas comment vous tenez le choc là, à 22h. Peut-être que vous avez l'habitude. On va aller prendre un pot et on va aller se coucher après. Il y a un cocktail après en cafétéria. Donc moi, je suis cheminot. Les cheminots, ça se couche tôt. Moi, d'habitude, à cette heure-là, je suis couché. Ça se lève tôt. Moi, je me lève à 5h45. Donc, on va prendre un pot. Ou il y a encore une autre session? Non, c'est bon là. On vous confie, vous convie ainsi que le public au traditionnel cocktail en Alors, cafétéria. on va prendre un pot. Merci beaucoup. Merci.